Cette séance où j'avais prévu de parler de l'histoire des droits des femmes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en fait, je vais la dédoubler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais raconter la moitié et j'en raconterai une autre moitié. Ça sera au mois de mai, puisque la fois prochaine, il y a quelque chose qui est programmé, où je parlerai aussi un peu, finalement, de l'histoire des femmes, puisque dans le cadre d'un travail sur la tolérance, je parlerai un peu de la chasse aux sorcières et de ce qu'il y avait derrière. Donc, aujourd'hui, je vous propose juste un premier volet que probablement je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'à la fin. Et puis, on considère comme sacré qu'il y ait quand même quelques personnes qui puissent parler, qu'il y ait un peu de débat. Et je vais essayer de le préserver. Histoire des droits des femmes, je vous propose de ne pas égrener des droits, comme ça se fait souvent dans ces cas-là, c'est-à-dire en disant, voilà, tel jour, telle année, il y a tel droit qui a été acquis, etc. Parce que ça aurait l'air de les rendre quasi naturels, évidents. Voilà, à partir de tel moment, on a acquis tel droit, etc. Je vous propose plutôt de questionner la domination masculine, et on va en parler tout de suite, sa durée, son incroyable durée, et aussi de réfléchir sur les émancipations. Il n'y a pas eu que de la domination, et puis c'est tout, il y a eu aussi de l'émancipation. Mais premier étonnement qui devrait nous étonner, c'est le temps que ça a pris pour que simplement les femmes dans un certain nombre de pays, pas tous comme vous savez, acquièrent un certain nombre de droits qui sont les droits fondamentaux qui semblaient évidents pour les hommes depuis longtemps. Normalement, ça aurait dû se passer au moment de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, vous vous rappelez, c'est le moment où on proclame les droits de l'homme et du citoyen, l'homme pris comme être humain, et ça aurait dû se passer à ce moment-là. Et en fait, comme vous savez, et on y reviendra dessus, pas du tout. La dernière fois, on a parlé de l'esclavage, où il a fallu que les esclaves se révoltent pour qu'ils obtiennent des droits. Là, les femmes, elles ont obtenu très très peu de choses. Il y a eu le mariage par consentement mutuel, qui était quelque chose de nouveau. Le fait de pouvoir se marier sans l'autorisation de ses parents. Enfin, il y a eu 2-3 choses comme ça qui, au moment de la Révolution française, ont été acquis, mais pas acquis très longtemps, puisque le Code civil de 1804 a remis en cause ces droits. Ça a été une régression. Et la restauration qui aura après, ça ira encore plus loin. Je vous rappelle le fameux Code civil. Le mariage est soumis au consentement du père, pour le fils jusqu'à 25 ans, pour la fille pour toujours. La femme doit suivre son mari à son domicile. Ça a été valable, ça a été dans les lois françaises jusqu'en 1975. Elle n'a aucun droit sur l'administration des biens communs. Ça a existé jusqu'en 1965. Elle ne peut disposer de ses biens personnels ni les gérer sans l'autorisation de son époux, même en cas de séparation de corps. Ça a duré jusqu'en 1965. Elle ne peut, sans autorisation de son mari, exercer une profession. Ça a duré jusqu'en 1965. Elle ne peut accomplir aucun acte juridique.
Ça a été partiellement abrogé en 1938 et seulement définitivement en 1965. Les époux se doivent fidélité, mais pas au même degré. La femme adultère est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. L'homme adultère est passible d'une simple amende, et seulement s'il amène sa concubine au domicile conjugal, et j'arrête là. Donc, vous avez été attentif aux dates, 1965, 1975, et vous savez que le droit de vote, finalement, n'a été acquis qu'en 1944, il a été voté en 1944, et il a été effectif en 1945. C'est très tard. C'est-à-dire qu'en 1918, déjà, l'Allemagne, l'Autriche avaient accordé les droits de vote aux femmes, mais aussi l'Azerbaïdjan, la Géorgie. La France a été très en retard. Et donc, vous voyez ce retard. Finalement, on s'y est habitué. On considère, voilà, dans l'histoire, ça s'est passé comme ça, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de le prendre comme une énigme. C'est-à-dire, comment ça se fait que ça ait duré aussi longtemps, hein, de réfléchir, non pas à savoir que tel droit a été accordé à tel moment, mais comment ça se fait que ça a pu durer si longtemps? Quels sont les secrets d'une domination masculine qui a pu comme ça traverser les siècles, et y compris traverser des périodes révolutionnaires où justement on était censé retrouver les droits de tous les êtres humains. Et vous verrez qu'une fois qu'on aura réfléchi là-dessus, qu'on aura pris un certain nombre d'exemples, décortiqué un certain nombre d'exemples, on se posera la deuxième question, deuxième énigme. Comment, avec tout ce qui a été fait pour assurer la domination masculine, comment ça se fait qu'il y a pu y avoir des émancipations? Voilà, je vous propose donc 2 énigmes sur lesquelles on travaillera sur 2 séances, celle-ci et celle qui aura en mai. Et je vous propose de commencer par l'histoire en partant des Grecs. Là aussi, en essayant d'allier ce qui se passait au niveau des faits, mais aussi quels étaient les procédés, les moyens de la domination. Bon, je me sers d'ouvrages classiques. Celui-là, c'est peut-être un des meilleurs, Les femmes grecques de Pierre Brulé. Mais il y en a d'autres, qui sont tous intéressants. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la première raison pour laquelle les hommes ont pu dominer les femmes à cette époque, c'est parce qu'ils les privaient absolument de droits et de ressources. Évidemment, elles n'avaient aucun droit politique, y compris à Athènes, qui a inventé la démocratie. Et non seulement elles n'avaient aucun droit politique, mais il y a quelque chose sur lequel à peu près tous les auteurs insistent, c'est sur le fait qu'elles n'ont pas à parler. Aristote, dans la politique, reprend une formule de Sophocle qui dit « À une femme, le silence est facteur de beauté ». Et il ajoute ce que n'avait pas ajouté Sophocle, « affirmation qui n'est plus du tout vraie d'un homme », au cas où on n'aurait pas compris.
C'est très important pour les Grecs, parce que vous savez que toute la citoyenneté, toute la politique passe par la parole. Et donc, être privé de parole, c'est vraiment être privé de tout ce qui peut ressembler à la citoyenneté. Du point de vue économique, les femmes ne peuvent absolument pas gérer leurs biens. Elles sont vouées aux travaux domestiques et à s'occuper des enfants quand ils sont petits. Quand ils sont grands, elles n'ont pas assez de raison pour s'en occuper, dès qu'ils ont acquis l'âge de raison. Enfin, du point de vue des mœurs, le rôle officiel des femmes, la mission des femmes, c'est de faire des enfants, et les plus beaux enfants possibles pour la cité. Elles sont confinées, vous savez, dans le gynécée. C'est pas qu'elles peuvent pas du tout sortir, mais en fait, elles sortent quand même pas beaucoup. Et elles sont surveillées. Elles sont surveillées parce que le malheur des malheurs, ça serait que une semence d'une autre lignée vienne interrompre celle de la nôtre. Alors, ça, c'est la part des femmes. Pendant ce temps, les hommes ont souvent une concubine, voire une courtisane s'ils sont riches, et un jeune amant, éventuellement, et pratiquement tous peuvent avoir recours à une prostituée, il y en avait beaucoup. Cette inégalité dans la famille est accentuée par le fait que les filles sont mariées très tôt, vers 14 ans, 15 ans, et pas du tout les hommes, qui souvent les hommes qu'on voit ils ont 40 ans, en tout cas entre 25 et 60. Donc, vous voyez, le premier niveau de domination, il est assez simple à comprendre, c'est la domination par le rapport de force, par le fait qu'on les prive absolument de droits et de toutes les ressources qui permettraient d'avoir un moyen de résister, etc. Mais cette domination qu'on pourrait appeler objective est redoublée par une domination interne. Et on aura à y revenir chaque fois quand il s'agit des rapports hommes-femmes qui intègrent l'inégalité dans les pensées, évidemment, mais même les désirs, les sentiments. On va voir, c'est une domination de l'intime aussi. Et qui le domine de telle façon qu'il devient inimaginable qu'une femme ait un autre rôle que celui qu'on lui attribue. Ce rapport de domination, évidemment, n'est pas présenté comme une violence, mais il est présenté comme un rapport harmonieux, naturel. Chacun a une vocation naturelle, bien, celle de l'homme c'est de commander et celle des femmes c'est d'obéir. Et même la répartition des tâches serait dans cet esprit absolument fondée sur la nature. Dans l'économique de Xénophon, il est dit « Dieu a approprié la nature de la femme aux travaux et soins de l'intérieur et celle de l'homme à ceux du dehors. » Et on trouve ce genre d'aphorisme un peu partout. Alors, déjà ici, un certain nombre de fois, j'ai insisté sur les avantages du point de vue du pouvoir, de fonder ce pouvoir sur la nature, parce que si c'est sur la nature, c'est une fatalité. Hein, on ne peut pas faire que
les peupliers soient petits et les rosiers immenses. C'est dans la nature, c'est comme ça, c'est l'ordre des choses, on est obligé de l'accepter. Donc, fonder un pouvoir sur la nature, c'est extrêmement fort parce que c'est une fatalité absolue. Et on ne peut pas le contester. Hein, on ne va pas contester qu'il y a le soleil ou qu'il y a des nuages. Et d'autre part, fonder sur la nature, c'est évidemment occulter la violence. Hein, si c'est que par nature, les femmes sont vouées à faire les travaux que les hommes ne veulent pas faire, eh bien, ce n'est pas une violence, elles sont faites pour ça. Or, cet argument de la nature, là encore, les plus grands savants, les plus grands philosophes de l'Antiquité, je laisse Platon à part, si j'ai le temps j'en dirai deux mots, on se sont servis de toute leur rhétorique pour montrer que c'était un absolu, qu'on ne pouvait pas penser autrement. Et ça sert aussi à, de façon très imagée, dire quelle est la place inférieure de la femme. Alors, l'exemple, évidemment, qu'il faut toujours prendre dans ces cas-là, c'est Aristote, qui est le savant, le philosophe de l'Antiquité par excellence, et qui, en plus, a parlé de tout, et qui en a parlé de façon extrêmement... il a une argumentation extrêmement raffinée, au point qu'il faut des années pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Et d'habitude, c'est du solide. Mais en même temps, quand on le résume, vous allez voir que ça, finalement, c'est pas très différent de ce qui se dit autour de lui. Je vous donne un exemple. C'est la façon dont Aristote pense la génération, c'est-à-dire la reproduction. Alors, pour que vous compreniez, il faut savoir que chez Aristote, tout s'explique, tout être, tout objet, tout être vivant, par 4 causes. Première cause, c'est la cause matérielle. Alors, si on prend une statue, c'est le marbre à partir duquel on fait la statue. Deuxième cause, c'est la cause motrice, c'est le sculpteur qui sculpte la statue. Troisième cause, c'est la cause formelle, c'est la forme que le sculpteur donnera à la statue. Quatrième cause, c'est la cause finale, c'est ce que le sculpteur a voulu montrer par la statue, par exemple l'héroïsme, la beauté, etc. Et pour que un être quel qu'il soit, un être vivant ou un objet qui est fabriqué par un artisan, soit bien fait, harmonieux, qu'il soit parfait, il faut que la cause finale organise toutes les autres causes, que ça soit la cause déterminante. Or, qu'est-ce qui se passe selon Aristote pour la génération, la reproduction, que ce soit pour les animaux ou pour les êtres humains? Pour que si la cause finale réellement organise l'ensemble des causes, on obtiendra un enfant mâle. Parce que la finalité de la génération, c'est de faire l'être le plus parfait possible, c'est-à-dire un mâle. Mais, quelquefois, la matière, la cause matérielle, joue un rôle plus important que ce qu'elle devrait jouer. Elle est trop humide, trop, etc. Et au lieu que ça soit la semence mâle qui construise la forme, disons, elle intervient, la cause matérielle. Dans ce cas-là, 2 possibilités. Si vraiment la matière intervient trop, on aura un monstre. Si
c'est quand même pas trop, il n'y a pas trop de dégâts, on obtiendra une femme. Voilà. C'est dans Aristote. Hein. Donc, vous voyez, ça, dans tous les détails, on pourrait reprendre d'autres textes d'Aristote, dans tous les détails, la place inférieure de la femme, elle est perçue comme un absolu naturel. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui serait le résultat d'un rapport de force, le résultat d'une violence, mais ça serait finalement le monde harmonieux tel qu'on peut l'imaginer, l'espérer. Déjà, au stade où on en est, ça peut vous expliquer pourquoi, dans l'Antiquité grecque, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que il n'y a pas, en tout cas il n'y a pas au niveau culturel, d'amour-passion. Et surtout entre un homme et une femme. Il n'y a pas de traité sur l'amour. Il n'y a pas de grandes œuvres littéraires sur l'amour. Et ce qu'on sait par les historiens, ça ne nous montre pas du tout des relations amoureuses, et surtout entre un homme et une femme, éventuellement entre hommes. Dans le banquet de Platon, entre Socrate et Alcibiade, merci, ça approche, mais ça, entre un homme et une femme, non, pas du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle n'a pas assez d'épaisseur. Hein. Ce n'est pas un être qu'on peut admirer, sur lequel on peut fantasmer. Elle a des qualités érotiques sur lesquelles on insiste, encore que les jeunes garçons encore bien plus, mais elle n'est pas un être qui a une épaisseur suffisante à ce moment-là pour que on devienne fou amoureux. Hein. Alors, elle a une nature inférieure. On peut essayer de creuser un peu. Quel type de nature ? En quoi elle consiste, cette nature ? Vous verrez que certains traits, on les retrouve jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une des questions, parce que dans l'histoire, en fait, c'est très rare qu'il y ait des choses qui perdurent. Hein. Tout se transforme constamment, et moi, mon travail a souvent consisté à montrer comment des choses changer alors qu'on croyait qu'elles étaient éternelles, etc. Mais dans ce cas-là, un des faits frappants, c'est qu'il y a un certain nombre de stéréotypes qui ont des millénaires. Alors, comment approcher de ce qu'est la nature de la femme pour ces Grecs ? La semaine dernière, Marcel Ditch nous a un tout petit peu parlé de Pandora. Alors je voudrais revenir dessus. Pandora, c'est important parce que c'est la première femme et c'est, vous savez, pour les Grecs, l'imaginaire, on arrive à l'étudier par la mythologie. Hein. Et dans la mythologie, Pandora joue un rôle déterminant. Alors, ce que vous savez probablement, c'est que le paradis, on pourrait dire, bon, c'est pas exactement le paradis au même sens que les chrétiens, mais enfin le paradis des Grecs, c'est ce qu'on nomme les Champs-Élysées. Et ces Champs-Élysées, c'est un lieu à l'époque où le chef des dieux, c'était pas encore Zeus, mais Chronos. C'était un lieu où hommes et dieux étaient mêlés et où le blé poussait tout seul, on n'avait pas à travailler,
il n'y avait pas la souffrance, la maladie, etc. Et il n'y avait pas de femmes. Hein, c'était, oui, dans les Champs-Élysées de Cronos, il n'y a pas de femmes. Il y a des déesses, hein, il y a des déesses, mais il n'y a pas de femmes. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur cette histoire. On dira que Zeus, quand il prend le pouvoir, vous savez, il y a une bataille, il tue son père, hein, et il accède au royaume des dieux. Son père, quand même, son père, parce que c'était une brute. C'est-à-dire que quand on lui met, il mange tous ses enfants. Vous savez, Cronos, c'est comme le temps. Il mange tous ses enfants et chaque fois qu'il y a un moment qui passe, il est mangé. Et évidemment, il voulait manger le petit Zeus. Et on lui donne à la place un caillou avec un lange, et il le mange, il ne s'en rend même pas compte. Et voilà, c'est grâce à ça que Zeus a pu survivre. Et Zeus, quand il arrive, il met de l'ordre. Alors, je vous signale que là, j'embraye sur une conférence de Jean-Pierre Vernant, qui est un de nos grands hellénistes, sur Pandora, et je suis ses indications. Quand Zeus prend le pouvoir, il met les humains dehors. Qu'est-ce qu'ils font au milieu des dieux, etc. Et il est un peu chiche pour les qualités, les ressources qu'il donne à ces humains. Il charge Prométhée d'y pourvoir, et en fait, il va y avoir une espèce de bataille de ruse entre Prométhée et Zeus pour quels sont les attributs qu'on va finalement donner aux humains. Et Zeus s'apprêtait à leur donner pas grand-chose, et en fait, qui aurait fait certainement qu'ils n'auraient pas survécu. Et Prométhée, chaque fois, il trouve un moyen pour avantager les humains, et à la fin, comme vous savez, il vole le feu. Le feu, ça veut dire, disent les gens comme Vernant, la capacité technique. Parce qu'il y avait le feu du forgeron et c'était le type même, l'image même de la capacité technique. Alors, grâce à ça, les hommes, ils vont survivre, mais c'était un vol, c'était un crime, et on a abusé de Zeus, il n'aime pas ça du tout, et il va punir Prométhée, et il va punir les hommes. Prométhée, ça va être vous savez, ce fameux, qu'on va lui manger le foie comme ça qui repousse chaque matin, etc. Ça va être une horrible torture. Mais, et les hommes, qu'est-ce qu'on va faire pour les punir? On va leur envoyer les femmes. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer Pandora. Pandora, ça va être fabriqué par les dieux. Le nom veut dire un cadeau de tous les dieux. Et comment ils vont la façonner? Elle va être extrêmement belle. Ils vont la façonner en prenant pour modèle les déesses, qui sont censées être extrêmement belles, extrêmement séduisantes.
Et par ailleurs, je prends ma fiche, elle va être fourbe, menteuse, voleuse, avide. C'est-à-dire qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur est extrêmement séduisant, tandis que l'intérieur est extrêmement dangereux pour les hommes. Hein. C'est une gastère, c'est-à-dire un ventre. Marcel Ditch l'avait dit la semaine dernière. Et ça veut dire quoi, un ventre? C'est-à-dire qu'il y a des appétits insatiables. Des appétits du point de vue de la richesse matérielle et de la nourriture d'abord. Donc, ça, on le trouve dans plein de textes grecs. Les femmes, elles mangent tout ce qu'on apporte, tout ce qu'on récolte, tout ce qu'on... et elles ne s'arrêtent jamais. Et deux, elles ont un appétit sexuel aussi insatiable. Et ça fait que ce que risquent les hommes, c'est un, d'être ruinés, et deux, d'être brûlés, desséchés. Je vous laisse imaginer comment c'est pensé. Remarquez que toutes ces caractéristiques, ça correspond à ce contre quoi les Grecs constamment se battent, qui est la fameuse hubris, la démesure. Ce qui est au centre de la culture grecque, c'est la maîtrise de soi, hein, la capacité de se maîtriser, de ne pas tomber dans la démesure. Or, vous remarquez que les attributs de Pandora, et donc des femmes, puisque c'est la première femme, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui ne se contrôle pas, quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Et vous imaginez que du coup, derrière, il va falloir la contrôler, la maîtriser, etc. Ça, vous allez voir, c'est une histoire qui commence à ce moment-là, mais qui a la vie extrêmement dure. Et cette identité, elle est très destructrice, parce que ce n'est pas seulement la femme elle-même qui est dans la démesure, mais elle entraîne les pauvres hommes qui sont autour d'elle dans cette démesure, puisqu'elle va les ruiner, elle va ruiner leur santé, et elle va les entraîner dans des aventures qui seront catastrophiques. C'est ce qui va se passer avec Pandora. Je vous rappelle qu'elle a été envoyée comme un piège pour punir les hommes. Et alors, ce piège, comment il va fonctionner? C'est que parmi les hommes, il y en a, ils sont ni malins, ni autoritaires. Pour les femmes, il faut des hommes malins et autoritaires, mais il y en a qui ne le sont pas. Et dans la mythologie grecque, il y a un Gaston Lagaffe tout à fait célèbre, c'est Épiméthée, le frère de Prométhée. Prométhée, c'est celui qui sait ce qui va se passer à l'avance. C'est ça que veut dire son nom. Épiméthée, c'est celui qui sait après. Donc, celui qui est toujours pris en défaut. Et évidemment, les dieux, qui ne sont pas idiots, ils vont envoyer Pandora chez qui? Chez Épiméthée. Son frère Prométhée lui a bien dit, si les dieux t'envoient un cadeau, attention, c'est un piège. Mais Épiméthée, il voit cette femme si extraordinairement belle, il ne résiste pas. Et il va en faire sa femme, et le malheureux, il va la faire rentrer dans sa maison. Dans sa maison,
il y a une jarre. Alors, d'où elle vient cette jarre? Je suis allé chercher chez Hésiode et dans certains récits, c'est Zeus qui le donne à Pandora quand elle s'en va. Dans d'autres récits, c'est autre chose. Donc, on dira il y a une jarre. Et elle est fermée. Si on avait affaire à des êtres qui se maîtrisent, qui maîtrisent leur curiosité, qui ont des limites, il faudrait attention avant d'aller ouvrir cette jarre. Mais Pandora est une femme. Et étant une femme, elle a une curiosité sans limite, où elle a envie de savoir, etc. Hein, ça ne vous rappelle pas d'autres histoires du même genre, hein? Oui, par exemple. Et évidemment, quand Épiméthée va travailler, elle ouvre la jarre. Et là, tous les maux de l'univers sortent de la jarre. La maladie, la vieillesse, la mort, tout ce qu'il y a d'horrible sort de la jarre. Et c'est depuis, et là encore à cause d'une femme, que nous sommes victimes de tous ces malheurs. Hein? Donc vous voyez, la femme, dans ce cas-là, elle est extrêmement dangereuse parce que n'ayant pas de limites, n'étant pas maîtresse d'elle-même, en fait, elle commet justement tous les actes qui sont des actes de démesure qui vont produire les malheurs. Et là, il y a l'histoire de la jarre, mais il y a beaucoup d'histoires chez les Grecs sur les femmes et les dieux, et sur le fait qu'elles commettent des impairs qui font que les dieux se fâchent. Voilà. Si dit, les hommes aussi, hein, donc ça ne devrait pas faire tellement d'histoire. Donc, si je résume, l'image qui est donnée des femmes ici, c'est une image qui nous amène à nous méfier parce qu'elle est trompeuse. Il y a cette beauté, cette séduction dont elle est capable. Mais cette séduction, c'est justement comme une force qui nous amène à rompre les équilibres. Et donc, ce qui au départ devrait être une qualité devient au contraire quelque chose d'extrêmement inquiétant, pernicieux. Donc elle a tout ce qui fait l'incapacité de se maîtriser, elle est irrationnelle, elle est immorale, elle est insatiable et elle dépense sans compter. Et Hésiode, il dit toujours à l'affût de la table. Un être sans limite et sans maîtrise de soi. Ça veut dire une mineure. Hein, c'est les ados, c'est les petits qui n'arrivent pas à se maîtriser. Et donc, qui devra être traité comme une mineure, et qui l'est effectivement dans la société grecque. Après, on pourrait, dans les détails, montrer par exemple la coquetterie. Alors ici, la coquetterie, elle ne vient pas de Pandora elle-même, elle vient du fait que c'est les dieux qui lui mettent les parures, les plus belles parures de l'époque, etc. Mais évidemment, les filles de Pandora, c'est-à-dire les femmes qui viendront après, c'est elles-mêmes qui se satisferont de cette façon. Vous avez noté dès le départ sa dangerosité. Elle entraîne
dans la démesure, les hommes qui auraient bien voulu, eux, être tout à fait raisonnables, dans le précipice. Et tout cela appartient, c'est très important, à sa nature. Elle a été fabriquée de cette façon, Pandora, et elle transmettra son identité à toutes les femmes. Et donc, ces femmes, elles ne sont pas des femmes qui choisissent d'être comme ceci ou comme cela, c'est des femmes qui sont le prolongement de Pandora, qui sont la nature de Pandora prolongée. Vous voyez que déjà, et on va y insister, c'est que dans la domination des femmes dans l'Antiquité, et ça sera le cas ailleurs, cette domination touche à l'intime. Ce n'est pas qu'une domination extérieure, c'est une domination qui touche les désirs, la personnalité, les sentiments, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond en nous. Et on retrouve ça dans les textes qui parlent de la sexualité en Grèce. Alors je crois que c'est Pierre Brûlé qui a fait un relevé du vocabulaire qui est utilisé quand on parle d'un homme et d'une femme qui font l'amour. Les verbes sont éperonner, broyer, croquer, pressurer, saccager, labourer, briser, battre, maltraiter. C'est comme ça que les Grecs pensent l'amour physique. C'est pas rien. C'est-à-dire que ça montre, vous voyez, la domination et la violence, elles se trouvent dans le désir lui-même. Et quand ils parlent de cette façon, les Grecs, ils ont du plaisir, ils ont de la jouissance. Et cette jouissance, on pourrait dire, c'est quelque part une pulsion, mais c'est une pulsion qui est travaillée par une culture, qui est travaillée par des rapports de domination, et qui s'inscrit dans le plus profond de la vie d'une personne. Et donc, déjà, on touche du doigt que là, il y a quelque chose qui sera difficile à dénouer, qui sera plus difficile à dénouer qu'un simple rapport de violence extérieure. Alors, entre nous, le fait que la domination touche à nos désirs, nos sentiments, notre personnalité, c'est pas que dans le rapport avec les femmes que ça existe, mais là, tout spécialement. Et je voudrais le confirmer en passant quelques siècles, en passant à Ovide. Vous savez, le poète latin. Je vous donne ses dates. Il est né à peu près en 43 avant Jésus-Christ et il est mort en 18 après Jésus-Christ. Et qui a écrit cet ouvrage, cette espèce de long poème qui s'appelle L'Art d'aimer. Vous le trouvez en poche. J'en ai parlé à un certain nombre de gens qui avaient vagues souvenirs de leur culture latine. Ils me disaient « Ah, c'est super, Art d'aimer, etc. » Les souvenirs... Et je voudrais vous dire pourquoi ils l'ont ressenti comme super et pourquoi c'est pas si super que ça. Pourquoi c'est super? Parce que c'est un... Quand on pense à tout la démonisation de la chair qu'il y aura dans les siècles qui suivront avec le christianisme, dans le cas d'Ovide, il y a la recherche du plaisir pour le plaisir et sans du tout se complexer. Voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est avoir du plaisir. La sexualité, ça sert à ça. Et il dit à un moment, chacun ne pense qu'à son plaisir. Ce qui, même à son époque, était certainement provocateur.
Et effectivement, ce côté-là est un côté qui est libératoire quelque part. Mais quand on regarde l'art d'aimer, la plus grande partie du livre, la première partie du livre, c'est comment séduire, comment un homme va séduire et conquérir une femme. Et il donne des conseils. Et quand on le lit, on se rend compte que son modèle, son schéma, c'est celui du chasseur. La fille est une proie, il le dit, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, et l'homme est un chasseur ou un pêcheur, si on pense au pêcheur qui prend des poissons dans son filet. Par exemple, il dira, dans un cas où il imagine qu'il est arrivé à ses fins, la proie poursuivie est tombée dans mes filets. Ne l'abandonne que vainqueur. On est dans le discours un peu de la guerre, mais surtout de la chasse. Comme vous imaginez, c'est une attitude qui est pas du tout réciproque. Hein, la fille, elle ne chasse pas du tout le garçon. Et ce qui frappe, c'est que on dira tous les moyens sont bons. Ce qu'il donne comme conseil, c'est mentir, manipuler, forcer, etc. Il n'y a absolument aucune prise en compte de la personne qui est en face, mais il y a l'attitude du chasseur qui utilisera tous les moyens pour parvenir à ses fins. Et Ovide lui-même, il se rend compte que c'est problématique. D'habitude, il va dire, il ne faut pas du tout faire comme ça. Sauf dans ce cas-là. Je vous lis ce bout de passage qui est vraiment très très parlant. Donc dans l'art d'aimer. Donc au début, il dit, voilà, il faut être moral, il faut suivre les lois, etc. Rendez le dépôt qui vous est confié. Suivez les lois que vous dicte la piété. Tenez-vous loin du mal. Gardez vos mains pures de sang. Ne vous jouez, si vous êtes sage, que des femmes. Hein, je vous le relis. Ne vous jouez, si vous êtes sage, que des femmes. Vous le pouvez impunément. Dans ce seul cas, le mal n'est pas plus honteux que la bonne foi. Voilà un passage méconnu. Ce qui est criminel, immoral, etc., dans les autres domaines, là, vous avez le droit de vous y livrer. Alors il dira un peu plus loin, parce que les femmes elles-mêmes, elles ont des tas de défauts, etc. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que on est dans un rapport de domination et on a tous les droits en quelque sorte, hein, comme pour les esclaves. Hein, vous vous rappelez, pour les esclaves, il y avait quelque chose du même genre aussi. Une domination, c'est pas quelque chose de statique. Dans le fond, moins on y résiste, et plus cette domination, elle va loin. Et là, vous voyez, elle va très loin. Et elle va même plus loin que ce que vous imaginez. C'est jusqu'au viol. Il y a un éloge du viol dans l'art d'aimer. Attendez que je retrouve mon passage.
Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. 3, 2, voilà. Et ça... Vous vous rappelez les débats qu'il y avait sur le viol dans les années 80 est-ce que c'est un crime ou, Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça aurait été de la violence, dis-tu. Mais cette violence est agréable aux femmes. Ce qu'elles aiment à donner, souvent, elles veulent l'accorder malgré elles. Une femme prise de force brusquement par un vol amoureux s'en réjouit. Cette insolence vaut pour elle un présent. Mais celle que l'on pouvait forcer et qui se retire intacte peut bien affecter la joie sur son visage. Elle sera triste. Phébé fut violée, sa sœur fut victime d'un viol, l'une et l'autre n'en aimèrent pas moins celui qui les avait prises. Vous voyez, ça va très loin. Donc, deux choses. Un, une domination sans limite, sans limite, au point de transgresser ce qui est ailleurs une loi sacrée. Et il le dit en plus. Et deux, quand on lit Ovide, on voit qu'il a du plaisir à raconter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son désir, il est complètement façonné par la domination. Il trouve du plaisir justement parce qu'il y a domination. Justement parce que, éventuellement, il y a violence, éventuellement, il y a le fait qu'il est le vainqueur. Hein, et il insiste sur le fait qu'il y a un vaincu et un vainqueur. Une vaincue et un vainqueur. Vous voyez, donc, c'est pas quelque chose qui est simplement un raisonnement philosophique. C'est quelque chose qui traverse l'individu et qui traverse ses relations avec les autres. Et c'est pour ça que c'est si profond, que c'est si difficile à combattre. Parce que ça devient quelque chose qui fait partie de la personne. Et qu'il est obligé d'extraire de lui-même s'il veut changer d'attitude. Et à part ça, chez Ovide, vous trouvez les stéréotypes justement de la non-maîtrise de soi, hein, toujours. Voilà chez les femmes tous les transports inspirés par la passion. Elle est plus ardente que la nôtre et plus folle. Nous, on a des sentiments, elle, ça devient de la folie. Donc quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Et dépensière, tu auras beau t'en défendre, elle t'arrachera quelque chose. La femme a trouvé l'art de s'approprier l'argent d'un amant passionné. Pensez à mes amis, qui ont quand même les mêmes idées que moi sur ces sujets, qui ont lu ce texte en se disant c'est vachement sympa ce truc. Donc vous voyez, il y a quelque chose, je ne veux pas dire du mal de mes amis, mais sur le fait que ça devient tellement naturel qu'on ne se rend plus compte de ce qu'il est en train de dire, ce bonhomme. Vous voyez, la domination, elle devient tellement naturelle qu'on ne perçoit plus la violence qui est à l'intérieur. Alors, il y a un passage où il dit « Maintenant, je me mets au service des femmes, c'est-à-dire je vais leur donner aussi des conseils. » Et qu'est-ce qu'il leur donne comme conseil? Pas du tout comme l'homme, de conquérir les femmes par la ruse, la raison, mais être belle pour l'homme et ne pas résister
à sa séduction. Pour la femme, il ne s'agit pas de conquérir, mais d'être conquise. Suivez, mortels, l'exemple des déesses et ne refusez pas aux désirs de vos amants les joies que vous pouvez leur donner. Mais ça, limite, si c'était réciproque, ça aurait un autre sens. Mais là, c'est le sens que d'un côté, on a un conquérant guerrier chasseur, et de l'autre côté, on a des femmes qui doivent être belles pour que ça ait un prix. Est-ce qu'il y a eu des réactions à ça? À l'époque, pas tellement. Et là, je suis d'accord, par exemple, pour la Grèce, avec ce que disait Marcel la semaine dernière, même avec Aristophane, l'Assemblée des femmes, Lysistrata, c'est pas du tout des textes critiques vis-à-vis de la domination masculine. C'est des textes où on prend ce détour pour faire une critique politique, mais sans penser que les femmes, elles vont changer de statut. Ça va, j'ai choqué quelqu'un déjà. Alors, comment... souvent, les histoires de ce type qu'on raconte, on ne raconte jamais... si vous voulez, c'est des histoires où il n'y a que du désespoir, on est toujours battu, etc. Et moi, depuis longtemps, j'insiste au contraire sur le fait que toujours il y a des remises en cause, des gens qui essayent de résister, des possibilités de penser autrement, etc. On l'a toujours trouvé dans l'histoire. Et là, puisqu'on est dans l'intime, j'ai mon dada qui est le fait qu'à un moment, tout ça a été complètement révolutionné. On a mis tous en dessus-dessous. Et ça a été la naissance de l'amour-passion au XIIe siècle. Alors, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils en ont déjà entendu parler, mais j'en dis quand même quelques mots, parce que ça montre qu'on n'est pas impuissant devant les dominations. Ils s'inventent constamment des choses, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et à ce moment-là, il y a eu une invention vraiment incroyable quand on pense que ça se passe au XIIe siècle avec ce qu'était le pouvoir religieux à ce moment-là, etc. C'est le fameux amour courtois. Là, je me sers, je ne l'ai pas amené, je me sers d'un livre d'un prof de Montpellier qui m'a beaucoup appris de choses, qui s'appelle Charles Camproux, et il a écrit un livre qui s'appelle Le Joie d'amour, qui a été un des livres les plus intéressants que j'ai lu là-dessus, mais sinon il y a une bibliographie immense, et il ne sert à rien de lire Denis de Rougemont, qui est le plus célèbre de tout cela, qui n'est pas un historien et qui raconte, c'est du Denis de Rougemont, ce n'est pas du tout une enquête historique. Mais maintenant, il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé dessus, et il y a un cas particulier qui est Georges Duby, qui lui, alors par rapport à l'amour courtois, c'est, je sais pas, il fait un blocage. Donc lui qui est si fin, etc., il a dit ce que d'autres historiens ont montré comme des choses. C'est pas sérieux. Il en a parlé, Georges Duby. Oui. Il a écrit 3 volumes de La femme au XIIe siècle, et ce qu'il dit, c'est, à mon avis, ça tient pas. Hein.
j'en fais rien, là. Là, j'en fais rien. Parce que là, je parlais des historiens actuels qui parlent de l'amour courtois au XIIe siècle. Hein. Effectivement, c'est un cas, mais j'ai rien préparé dessus, donc je la laisse de côté. Hein. C'est quelque chose qui se passe dans le midi de la France, en Languedoc, au XIIe siècle, où, ce que montrent certains historiens, il y a une civilisation très florissante et un statut de la femme qui est beaucoup plus libre que dans le nord de la France. C'est-à-dire, par exemple, les femmes peuvent hériter, elles peuvent avoir des fonctions, des métiers qui sont absolument inimaginables dans le nord, et elles peuvent même être des chefs politiques, ce qui fait que il y a eu vous savez, quand il y a eu la bataille autour du catharisme et tout ça, il y a eu des rencontres entre des seigneurs du Nord et des gens du Sud. Et dans les gens du Sud, il y avait des femmes. Et ça les gens du Sud n'ont pas supporté. Les gens du Nord n'ont pas supporté. Et je n'ai pas ma citation là, mais je me rappelle qu'il y a un frère Étienne de la Miséricorde qui était dans une de ces discussions et qui a dit à une dame qui était une chef politique du côté sud, « Madame, retournez à votre quenouille ». Ça montrait combien il était choqué, combien il était... Alors, dans ce cadre-là, d'une façon qui est... il y a des discussions sur les historiens sur comment c'est arrivé, mais dans un certain nombre de cours du sud de la France à cette époque-là, ils s'inventent une culture et un type de chant, un type de thème, etc., tout à fait original. Et... en particulier, vous savez, ces chants qui parlent de la rencontre d'un homme avec une femme et la séduction, etc. Charles Camproux, il montre que dans le Nord, ce qui domine, ce sont les pastourelles, qui sont des chants dans lesquels, très classiquement, il y a un seigneur qui voit... ou une jeune châtelaine, ou même une paysanne qui a découvert son épaule à un moment, et il fait exactement ce que raconte Ovide, il la chasse. Il la chasse jusqu'au moment où il a ce qu'il veut, et à ce moment-là, ça s'arrête. Dans le Sud, il y a quelque chose de très très différent, c'est pour ça que c'est extrêmement original. En particulier, le fait qu'il y a le temps qui s'ouvre. C'est-à-dire que ce que chantent les troubadours, c'est presque toujours des histoires interminables. Au lieu que ça se passe, je lui cours après et je lui saute dessus, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a comme des épreuves par lesquelles passe le chevalier, et il y a des tas de choses. Ils mangent ensemble, ils chantent devant sa fenêtre, elle fait tomber son mouchoir, etc. Et ce à quoi on assiste, c'est que l'amour ne va plus toucher simplement le fait de coucher avec elle, mais toute la vie, tout ce qui se déroule autour des amoureux. Donc, elle fait tomber son mouchoir et c'est quelque chose qui enflamme l'imagination.
Et puis, il y a un peu de parfum sur ce mouchoir et ça lui permet d'imaginer, etc. Et puis, il chante une chanson et ça éveille son imagination à elle, etc. Et là où il y avait quelque chose finalement d'assez rustre, tout d'un coup, il y a une intensité parce que tout devient important. L'échange de regards devient important. Les gestes deviennent importants. Et tous prêtent à l'imaginaire, sont décuplés par l'imaginaire. Et du coup, on arrive à une intensité d'une relation qui n'a plus rien à voir avec le rapport tel qu'on l'imaginait au départ. Et là, il y a une véritable invention poétique qui va jouer comme le rôle d'une utopie. La dernière fois, je parlais des utopies politiques, comme le rôle d'une utopie qui va rendre possible un certain nombre de choses. La première chose que ça va rendre possible, c'est l'idée de rapport réciproque, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on vient de voir avec Ovide, des rapports dans lesquels les deux comptent autant. Il y a Bernard de Ventadour qui dit « C'est un amour perdu qui n'est soutenu que d'un côté ». C'est pas rigolo, c'est pas amusant. Comment il va y arriver ? Rappelez-vous qu'on est quand même dans une société où même si on est dans le Sud, et même si dans le Sud les femmes elles peuvent hériter, etc., quand même les femmes ont un statut extrêmement inférieur. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le chant de Troubadour ? C'est que la femme, dans le fond, il y a un renversement. La femme est appelée suzerain, tandis que le chevalier, il est le vassal. C'est la femme qui va donner le tempo, alors que le chevalier, c'est celui qui fait les exploits. C'est-à-dire que pour que le rapport puisse être réciproque, dans le fond, il y a un renversement, comme un renversement hiérarchique, qui rend possible, finalement, une réciprocité réelle. Et là aussi, le fait qu'il y ait cette réciprocité, ce que montrent les gens qui ont travaillé là-dessus, c'est que ça augmente l'intensité. Ça fait que chaque élément devient un élément d'aventure, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, quelque chose de nouveau et qui devient possible d'imaginer comme une œuvre d'art, comme une poésie. Vous voyez, la découverte de l'amour-passion, d'une certaine manière, c'est pas qu'on y met quelque chose qui n'y était pas, c'est qu'on rend possible la création imaginaire, la capacité à pas simplement être comme ça deux individus l'un en face de l'autre, mais à faire comme font les poètes, comme font les artistes, etc., à rendre le plus extraordinaire, le plus merveilleux, le plus, etc. Et ça, c'est pas possible s'il n'y a pas la place de l'imagination, l'admiration qui s'élève. Et pour ça, il faut que la femme ait une certaine épaisseur. Et au XIIe siècle, elle commence à en avoir. Dans l'Antiquité, elle n'en avait pas, etc. Et ça, je vous disais que c'est comme une utopie, parce que ce que ça va permettre, ce qui est très très frappant quand on lit ces poésies aujourd'hui, c'est que ça remet en cause toutes les normes sociales. C'est-à-dire qu'il peut y avoir déjà, dans la société de cette époque, dans ces cours, on pouvait être chevalier, pas par des exploits guerriers, mais parce qu'on chantait bien. Et une femme pouvait être troubadour. Et un roturier, un vulgaire roturier, pouvait séduire une reine. Vous voyez, on renverse les hiérarchies, et même, à certains moments, il y a quelqu'un qui dit « Je t'aime plus que Dieu ». Dieu,
il peut m'anéantir, etc., mais moi je t'aime plus que ça, etc. Vous voyez. Ils auraient été brûlés, hein, au XVIe siècle, ils auraient été brûlés, c'est sûr. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait... bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, et puis il y avait une fois où j'en avais parlé de façon plus précise, mais là, il y a un domaine où il y a une subversion, une véritable révolution, qui n'est pas une révolution politique, mais qui est une révolution à ce niveau de l'intime des rapports entre les individus, et qui va avoir, si vous voulez, les chanteurs qui chantent les chansons mièvres sur l'amour de nos jours, d'une certaine manière, même eux, ils sont les héritiers de cette révolution-là. Et ça, le problème, c'est que c'est étudié par des spécialistes qui ne le mettent pas en rapport avec tout ce qui se passe par ailleurs. Voilà, ça pour que vous n'ayez pas l'idée qu'il ne se passe rien, que les gens se laissent faire, qu'il y a de la domination et puis qu'il n'y a aucune création, etc. Il y en a tout le temps. Hein. Mais, évidemment, ce message, par exemple, qui va être repris, comme vous savez, par le roman de la rose, etc., avec la rose. Hein. La rose, rappelez-vous, elle a des épines. Le fait qu'elle ait des épines, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du temps qui passe. Ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça d'un coup. Il faut qu'il y ait une progression, une invention de la création, etc. Évidemment, la plupart des institutions dans lesquelles vivaient les gens à ces époques-là, institutions dont je vous rappelle que toutes, elles étaient tenues par des hommes, elles vont chercher à dénoncer. Elles vont dénoncer, elles vont chercher à faire disparaître, sans jamais y arriver complètement, toutes les cultures de ce type. Hein. Et on a des sermons en prêche, et la position de la femme ne s'améliore pas beaucoup. Il y a au troisième tome de l'histoire des femmes, celui qui concerne le XVIe, XVIIIe siècle, il y a une historienne qui s'appelle Sarah Matthews Grieco, qui, pour raconter ce qui se passe au XVIe, XVIIe siècle, commence par lire ce qui est écrit sur les tombes quand on parle des femmes. Alors, évidemment, quand c'est les femmes du commun, c'est la fille d'eux, la femme d'eux, mais dans le cas où c'est des gens plus importants, non, c'est pas ça. Voilà, page 25. L'essayiste Richard Steele, au XVIIIe siècle, voulut donner une définition de la femme. Il le fit de manière énigmatique, mais tout à fait recevable pour les esprits de son époque. Une femme et une fille, une sœur, une épouse et une mère. Un simple appendice de la race humaine. C'est ainsi qu'une femme vertueuse, donc digne de recevoir des éloges masculins, pouvait être glorifiée dans les termes où le fut Mary Dudley, une aristocrate élisabéthaine, en soulignant uniquement sa filiation et son appartenance à un ou deux époux successifs. Sur sa stèle funéraire, à Westminster, voilà ce qu'on pouvait lire. C.J. Mary Dudley,
fille de William Howard Effingham, en son temps Lord Chamberlain. Oh là là. Elle fut la petite fille de Thomas, duc de Norfolk, et la sœur de Charles Howard, comte de Nottingham. Elle fut d'abord l'épouse d'Edward Sutton, puis de Richard Mompesson, qui érigea ce monument en souvenir de son amour pour elle. Donc, ça ne s'améliore pas beaucoup après le XIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a cette image de la vie amoureuse. Dans le fond, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Mais par ailleurs, les institutions, elles restent ce qu'elles étaient. Et vous savez que c'est l'époque, les mariages d'inclination, ils se produiront qu'à la fin du XVIIIe siècle de façon décisive. Donc c'est les mariages de convenance. Dans les mariages de convenance, une femme, elle passe du père au mari, hein, et qui a tous les droits, sur ses biens, par exemple. Détail qui peut nous faire toucher du doigt à l'époque, c'est que la plupart du temps, elle travaille à la maison, mais des fois, elle est employée dans un atelier d'artisanat, etc. Et dans ce cas-là, son tuteur, ça devient son employeur. C'est-à-dire que, comme en Arabie Saoudite aujourd'hui, elle ne peut pas être sans tuteur. Donc, si ce n'est pas son père, si ce n'est pas son mari, c'est son employeur. Hein. Et par ailleurs, par exemple, quand elle travaille, elle gagne beaucoup moins parce que c'est toujours considéré comme un salaire d'appoint. Comment ? Ça n'a pas changé, oui. Bon, mais ça, vous le savez, vous pouvez le lire dans le livre de beaucoup d'historiens. Je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas que, là aussi, cette domination qui est une domination objective. Il y a quelque chose qui traverse massivement toute notre culture. Voilà, c'est ça que je voudrais montrer avec 2-3 exemples maintenant. Alors, d'abord, il y a expressément des remises en cause de ce que je vous ai raconté avec l'histoire des troubadours. Avec le fait que des femmes pourraient écouter cette musique et, évidemment, comme elles ne se maîtrisent pas plus que dans l'Antiquité, elles vont commettre toutes les fautes qu'une femme peut commettre, et en particulier, elles vont être, bien sûr, infidèles. Alors, vous avez il faut savoir qu'il y a eu des traditions de textes contre les femmes. Par exemple, Juvénal a écrit un texte contre les femmes, et ce texte, c'est un texte qui faisait partie d'un genre à cette époque-là. Et on trouve ça avec les satires de Boileau. La satire 10 de Boileau, donc Boileau au XVIIe siècle, la satire 10 de Boileau, elle va s'appeler, c'est pas comme ça qu'il l'appelle, mais elle va s'appeler la satire contre les femmes. Et il va y avoir un débat sur cette satire 10 de Boileau. La première chose sur laquelle il insiste, vous savez, c'est une satire, donc il se moque, et il imagine quelqu'un qui va vouloir se marier. Et qui croit que, voilà, parce qu'il va se marier, ça va être, sa femme va être gentille avec lui, douce, tendre, soumise, etc., et fidèle. Évidemment, ça va être tout le contraire. Et un des moments où ça se passe, c'est que cette femme, des fois,
Elle sait lire, en fait, il n'y en avait pas tellement qui savaient lire. Et elle lit des romans. Elle va à l'opéra, où elle voit des gens qui sont amoureux de femmes. Hein, elle va au théâtre, etc. Je vous lis. Donc, Satire 10 de Boileau. Mais qui peut assurer qu'invincible au plaisir chez toi dans une vie ouverte à la licence, elle conservera sa première innocence. Par toi-même, bientôt conduite à l'opéra, de quel air penses-tu que ta sainte verra? D'un spectacle enchanteur la pompe harmonieuse, ses danses, ses héros à voix luxurieuse. Entendra ses discours sur l'amour seul roulant, ses doucereux Renaud, ses insensés Roland. Saura d'eux qu'à l'amour, comme au seul Dieu suprême, on doit immoler tout, jusqu'à la vertu même. Bon, donc elle va aller à l'opéra, elle va coucher avec n'importe qui. Voilà, l'idée qu'il y a derrière, c'est celle-là. Vous avez cette critique aussi de ces romans d'amour, hein, qui sont plus des troubadours, mais qui continuent cette tradition, et des mouvements de femmes, on pourrait dire, où des femmes, de façon très modérée et se sont retrouvées ensemble pour essayer de développer une culture qui soit plus égalitaire, moins brutale. Hein, ce que raconte Matthews Greco sur, par exemple, la sexualité des hommes au XVIe siècle, c'est horrible. Hein, quand elle a lieu, parce que et aussi c'est le moment du coitus interruptus extrêmement partagé, et donc aussi bien les hommes que les femmes étaient constamment frustrés, mais même quand ça a lieu, ce qu'elle raconte, c'est d'une brutalité. Et alors, on a des femmes qui essayent de résister à ça par un travail sur la langue, une façon de refuser justement l'amour brutal et imposer qu'il y ait, comme dans les romans de chevalerie, des choses qui se passent, qui ait du temps pour que une relation devienne une relation qui n'a plus rien de brutal. Chaque fois qu'il y a un mouvement de ce genre, il est moqué, etc. Et vous avez un exemple célèbre, ce sont les précieuses ridicules. Parce que les précieuses, c'était justement un groupe de femmes. En fait, il y en a eu deux. Le premier groupe, c'était des femmes vraiment de la haute, chez la duchesse de Rambouillet. Et après, c'était plutôt des femmes de la bourgeoisie, donc c'était encore plus mal vu, autour de mademoiselle de Scudéry. Mademoiselle, parce qu'elle n'a jamais voulu se marier. Et qui étaient des gens, vous savez, c'est eux qui inventent la carte du tendre. La carte du tendre, c'est une carte, c'est-à-dire au sens géographique du terme. Et ça fait que quand on a un rapport amoureux, il faut aller d'un endroit à un autre, par exemple de l'amitié à la tendresse, et que pour ça, il y a des écueils, il y a des passages par lesquels on passe et où il faut qu'on arrive à ne pas sombrer, etc. C'est-à-dire qu'il y a un raffinement, on pourrait dire, hein, de la relation, et il y a une valorisation de la femme qui est au bout de ce chemin. Et alors, au début des Précieuses ridicules, rappelez-vous, ceux qui ne l'ont pas relu hier matin,
contre quoi elle proteste? Alors, il y a deux filles, Madelon et Cato, et leur père veut les marier. Il ne leur demande pas leur avis. Et il leur envoie avec leur panache et tout ça, qui disent, voilà, on va se marier avec vous, etc. Et elles se font renvoyer. Et après, il y a la discussion avec le père, qui ne comprend pas, c'est un beau parti, etc. Et en plus, ça va lui faire gagner plein de fric. Et il dit, le père, il s'appelle Gorgibus, il est bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Vous voyez, hein, la dépense. Là, c'est ses filles, mais c'est pareil. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Et Madelon, elle répond, la belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage, hein? Et Gorgibus, évidemment, il ne comprend pas. Et par où veux-tu qu'il débute? Par le concubinage? Et Madelon, alors évidemment, c'est une moquerie. Hein, c'est Louis XIV adorait qu'on lui présente les précieuses ridicules et la cour qui était autour de lui, autour. Et vous avez... même si vous ne savez pas énormément de choses sur la cour de Louis XIV, vous savez certainement que ce n'est pas un club féministe. Hein. Et ils adoraient cette pièce. Et alors Madelon, elle dit « Ah mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. » Alors évidemment, tout le monde s'esclaffe, etc. Et mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple ou à la promenade ou dans quelque cérémonie publique la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Là, la cour de Louis XIV, il se bidonne. C'est quand même un mariage, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Et le père va répondre finalement très brutalement. D'abord, il dit « Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Et je veux résolument que vous disposiez à les recevoir pour mari. » Oui, Madelon, elle dit « Laissez-nous faire le loisir, le tissu de notre roman. » Et n'en pressez point tant la conclusion. Et Gorgibus, donc le père, il dit « Il n'en faut pas douter, elles sont achevées. » Ça veut dire elles sont folles, ces filles. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de discours, ou vous serez mariées toutes deux avant qu'il soit peu, ou, ma foi, vous serez religieuse, j'en fais un bon serment. Vous voyez, là, c'est pas un prédicateur, c'est un ouvrage léger, comique, etc. Mais en fait, il dit la même chose que les prédicateurs. Et en particulier, il a cette hargne contre les précieuses, qui sont des femmes qui ont essayé de résister, de sauvegarder quelque chose à cette époque où, vous savez, avec les guerres, il y a la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648. Après, il y a la Fronde, qui est une guerre aussi. Et il y a des milliers de viols. Des milliers de viols. Il y a les soldats qui reviennent et qui sont... dont on a décrit la dureté, etc. Et pour les femmes, c'est vraiment un moment extrêmement difficile à ce moment-là. Et elles, qui sont des privilégiées, elles essayent de sauvegarder quelque chose, tu vois, par rapport à la brutalité, par rapport... et
ça fait rire, ces messieurs de la cour à gorge déployée. Là, il va falloir bientôt que je vous dis, puisque j'ai Boileau sous la manche, je voudrais vous montrer, parce que une des choses sur lesquelles je veux insister, c'est que, vous voyez, je peux avoir un rapport de domination avec quelqu'un parce que je l'oblige à faire quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui traverse toute une culture, qui n'est pas qu'une culture française, qui est une culture européenne, et qui traverse les siècles. Et je voudrais vous faire toucher du doigt que c'est quelque chose qu'il y a partout. La prochaine fois, je vous montrerai que ce n'est pas seulement les auteurs réactionnaires comme Boileau, mais il y a aussi certains de nos philosophes des Lumières qui, finalement, ont les mêmes discours. Il y a une évidence partagée. Il y a quelque chose qui semble effectivement fatal. On ne peut pas imaginer autre chose. Si on revient à Boileau, il va ressortir le discours sur le fait que les femmes, ce sont des êtres qui sont incapables de se maîtriser. Alors, je vous lis. En même temps, il écrit, c'est rigolo la façon dont il écrit, mais ça a d'autant plus de poids. 69. Plus d'une. Alors, il veut dire, il a commencé à dire toutes les femmes sont infidèles, etc. Il dit, non, mais je me rappelle, plus d'une Pénélope honora son pays. Et que même aujourd'hui, sur ce fameux modèle, on peut trouver encore quelques femmes fidèles. Sans doute, et dans Paris, si je sais bien compter, il en est jusqu'à 3 que je pourrais citer. Ouais, c'est le trait d'humour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les femmes, parce que à la même époque, pour un homme, être infidèle, c'est pas du tout désavantageux. C'est au contraire, c'est quelque chose qui l'honore. Vous voyez? Et les femmes, elles ne savent pas se contenir, elles ne savent pas se maîtriser. Alors, à part Madame de Maintenon, qui est pourtant la maîtresse du roi, qui est la protégée, Boileau est un protégé de la Maintenon. Alors elle, là, il a une phrase, chérie et du monde et de Dieu. Là, Madame de Maintenon, elle peut coucher avec le roi, elle est une femme extraordinaire. Et puis, il y a les choses sur les dépenses. Ne va pas murmurer de sa folle dépense. D'abord, l'argent en main paye et vite content. Mais non, fais mine un peu d'en être mécontent, pour l'avoir aussitôt de douleur oppressé, déplorer sa vertu si mal récompensée. Un mari ne veut pas fournir à ses besoins, qui se moque de la femme qui dépensière et qui pleure pour avoir son argent. Mais elle est aussi, elle sait aussi peu se tenir dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces femmes avares. Et quand elles sont avares aussi d'une façon dont il montre qu'elles sont extrémistes. Et il conclut en disant « Toujours femme désordonnée, sans mesure et sans règle, au vice abandonné. » Et certes, certaines d'entre elles veulent faire les savantes. Mais alors là, ils se bidonnent. Les savantes, des femmes, non. Et puis, il y a plus grave. Il y a plus grave que le fait qu'elles soient infidèles,
c'est que, avec tout ça, elle contredit souvent son mari. Alors, qu'est-ce que serait un idéal de femme? Ça serait une fille humble, honnête, charmante. Il y en a une page comme ça. Parce que les autres, là encore, on a cette image qu'elles sont dangereuses. Et alors, on est au siècle de l'honneur, 16e, 17e siècle, et une femme, elle va déshonorer son mari. Tout le monde va rire de lui parce que sa femme est infidèle. Et de cette façon, elle l'entraîne dans sa chute. Et vous voyez, mis à la sauce au XVIIe siècle, c'est exactement ce qu'on a vu dans l'Antiquité. C'est les mêmes stéréotypes, la même peur, les mêmes. Alors comme il reste plus que 10 minutes, j'arrête et je ferai la suite la prochaine fois. Donc, il y a 10 minutes pour parler. Je suis désolé, ça ne fait pas beaucoup de temps.